Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on est reparti en balade, enfin pas vraiment, mais vous le comprendrez dans la suite du focus. Mais avant toute chose, vous connaissez la chanson, vous avez l'habitude, c'est le sommaire de l'émission. Et on va parler d'un éditeur spécialisé Japon que j'aime beaucoup, dessous et dessous, et d'un sac, oui, un sac magique, on verra, mais pour le moment, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez compris, et si vous ne l'avez pas compris, c'est qu'il y a un petit problème, ou que vous ne parlez peut-être pas le français, et que vous aimez simplement le son de ma voix. Mais ça reste quand même spécialement bizarre, on va pas se le cacher. Mais oui, le podcast s'appelle Explore Japon. J'aime donc le Japon, et j'aime aussi explorer. Au fil des épisodes, vous avez dû remarquer que j'aime bien essayer de trouver des coins un peu moins touristiques, un peu moins connus. Alors non pas pour me la péter ensuite en soirée, on s'en fout, mais un peu plus parce que quand il y a trop de monde, j'apprécie moins la balade et parfois certains endroits touristiques sont pour moi pas très praticables. Et puis parce que les endroits touristiques, on les fait une fois et puis après on a envie de découvrir d'autres endroits différents tout simplement. Et même, j'ai envie de dire parfois, à une rue du spot à touristes, il y a des trésors vraiment cachés. Mais c'est vrai qu'en général, on a tendance tous en vacances à suivre là où le guide papier nous a dit d'aller, ou alors où les reviews internet nous ont dit que c'est dans ce spot-là qu'il faut aller. On va suivre la rue principale, la rue touristique, où il y a toutes les petites échoppes, parce qu'on va se dire « Ah, c'est animé, c'est sympa ». Elle est là, elle est faite pour ça, donc c'est normal. Et on oublie souvent d'aller voir la rue d'à côté, s'il n'y a pas un truc sympa, la rue derrière ou la rue parallèle. Alors parfois c'est pas le cas, mais souvent on tombe sur des trucs vraiment cool et c'est pour ça que personnellement j'adore explorer. Et vu que je vous parle d'exploration depuis 123 épisodes maintenant, je me suis dit que je pouvais un peu expliquer comment je m'organise pour explorer, en bref, comment ça se passe en général. Si c'est sympa, comment je me prépare, comment je cherche des coins, car peut-être que vous aussi, vous avez aussi envie de vous y mettre. Alors je vais être honnête, il y a quelques années, j'aimais pas du tout me balader. Alors ça peut paraître surprenant, mais oui, j'aimais pas ça. J'étais le genre de mec qui voyait pas trop l'intérêt de sortir pour faire une balade. Alors que je pouvais rester tranquille chez moi au final. J'ai toujours des trucs à faire, je m'ennuie rarement, du coup, marcher pour marcher, je voyais pas trop l'intérêt. À vrai dire, j'avais même une réflexion qui allait encore plus loin dans le délire, c'est que sur les voyages, vu que se balader, ça m'intéressait pas plus que ça, sortir 1000, 2000, voire je sais pas, 5000 euros, par exemple, je vous ai dit aussi, mon voyage de 2 mois au Japon il y a 4 ans, il y a à peu près 4 ans je pense maintenant, m'avait coûté dans les 8000, 9000 euros. Pour moi, sortir 500 euros pour une petite balade, quoi, pour un week-end un peu prolongé, ou 200 euros pour un week-end, je trouvais que c'était de l'argent perdu. Ouais, vraiment. Alors ça va peut-être choquer certains, mais pour moi, c'était de l'argent perdu. Un voyage, c'est un week-end, une semaine, un mois, et puis après, l'argent que vous avez dépensé, il est plus là. C'est pas un objet que vous allez réutiliser ou un abonnement pour quelque chose. C'est vraiment limité dans le temps. C'est beaucoup d'argent qui va être dépensé d'un coup et qu'après, vous n'utilisez plus. Et je trouvais que c'était beaucoup d'argent pour un plaisir qui était instantané. Et vu que j'aimais pas me balader, je trouvais que c'était un petit peu beaucoup d'argent. Je préférais me dire, je préfère m'acheter un nouvel ordinateur portable, un nouvel smartphone qui va me servir tout le temps, ou un truc que je vais voir tous les jours chez moi. Je préférais faire ça. Mais bon, c'est comme tout, on change, les gens changent, et moi aussi j'en fais partie. Et j'ai changé. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé aussi pour ça, je dois l'avouer, c'est la photographie. Quand je suis parti au Japon, la première fois en voyage, je faisais pas spécialement de photos. Comme tout le monde, j'avais fait quelques photos en vacances, mais sans plus quoi. Et vu que là, pour ce premier voyage, personne n'avait voulu me suivre et que j'étais parti tout seul au Japon, je m'étais dit tant pis, je pars un mois au Japon, je vais pas annuler, je vais y aller. J'avais quand même un petit peu peur justement, en me connaissant, de pas me motiver pour balader, me lever tard, rester à l'hôtel, etc. J'avais un peu cette crainte-là pour mon premier voyage. Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. J'ai eu le temps j'ai eu le temps sur place de prendre le temps, tout simplement, et le temps de faire ce que je veux. Je pouvais rester 30 minutes à un endroit, je pouvais aller où je voulais, je pouvais prendre une petite rue, même s'il n'y avait rien à faire pendant mes balades. Et du coup, j'ai pris un énorme plaisir à faire de la photo à ce moment-là. Alors, pas du tout sur le côté technique, ce qui est toujours le cas, je suis une buse totale dans tout ce qui est technique photo, mais je kiffe observer, je kiffe regarder. J'adore prendre la bonne photo au bon moment, j'adore un peu stalker les gens, prendre des photos de gens, etc. Un peu. Alors, c'est pas bien, il y a des gens qui vont dire oui, c'est mon image, etc. Mais moi, j'adore faire ça. Voilà, c'est mes meilleures photos, celles que je préfère. C'est pas souvent celles que préfèrent les gens. Par exemple, sur Instagram, c'est là où je vais pas avoir le plus de likes. Mais moi, c'est les photos que je kiffe, donc je me fais plaisir, c'est le principal. Et du coup, j'ai aimé me prendre des photos d'endroits, etc. Ça m'a vraiment occupé mes journées, ça a occupé mes balades et j'ai kiffé.
Et finalement, cette nouvelle passion, du coup, m'a donné un but, comme je vous le disais, à la balade. Où avant, je voyais pas trop l'intérêt de juste marcher, voilà, marcher tout seul, ou même marcher avec quelqu'un pour discuter. J'ai envie de te dire, on peut discuter dans le salon. Je voyais pas trop l'intérêt, ou assis dans un bar à boire un coup. Là, j'ai trouvé un vrai intérêt à marcher, à me balader. Et depuis, je marche. Je nique des chaussures à longueur de journée. J'ai des trous dans toutes mes chaussettes, mais j'adore ça. Parce que oui, maintenant j'ai un but, c'est aller dénicher des endroits sympas pour faire des photos. Et à force, j'ai commencé à pratiquer la balade simple en elle-même, au point que j'apprécie même les balades là où il n'y a pas grand-chose à voir, où on va pas avoir le wow effect, et même parfois je fais pas de photos, je me balade juste. Et je sais que je suis pas le seul comme ça, hein. J'ai un ami par exemple au Japon qui est mon compagnon idéal vraiment pour se balader, il râle jamais. Il peut marcher des heures et des heures, il va jamais râler. Il est suiveur, certes, c'est pas lui qui va donner des conseils pour aller à tel endroit. En gros, je lui dis viens, on va là-bas, il fait ok, mais il est pas relou. Voilà. Il me laisse faire des photos, parce que ça aussi, je sais que quand on prend des photos, se balader avec des gens, c'est un peu chiant, parce que rester 20 minutes à un endroit pour faire la photo qu'on veut, la personne à côté attend, elle a rien à faire et c'est pas cool pour elle. Donc souvent, je n'aime pas trop non plus faire des balades avec des gens, parce que du coup, je sais que c'est pas agréable pour la personne à côté. Mais lui, je sais que ça l'emmerde pas, il s'en fout. En fait, il a été habitué avec son père qui faisait ça aussi, et du coup, il est content. Donc, moi, ça me va. Il fait pas de photos, hein, il s'en fout de tout ça, mais il kiffe regarder et voilà, prendre son temps. Et donc, c'est génial. Pour moi, c'est le compagnon idéal. Il est capable de rester 20 minutes sur place avec moi au même endroit. Il va pas râler, il va rien faire. Il est pas chiant. Et bon, avec lui, en plus, je peux discuter pendant ma balade et tout. C'est vraiment cool. C'est vraiment, je vous dis, je kiffe me balader avec lui. Mais vous voyez, quand il est tout seul, c'est super dur pour lui de se motiver à sortir et d'aller explorer un endroit. Et je le comprends, hein, parce que j'étais comme lui. Sans but, franchement, c'est un petit peu compliqué. Et avec moi, il avait un compagnon qui lui montrait des choses. J'étais un peu son guide en quelque sorte, hein. J'étais un peu son guide voyage, sauf que je savais pas trop où on allait. Mais j'étais un peu le mec qui le guidait. Et il m'a déjà dit tous ses meilleurs souvenirs de balade au Japon, c'est avec moi qu'il les a eus. Et moi aussi, hein, j'ai de très bons souvenirs avec lui de balade. Et même si c'était pas des wow ou des endroits super, super jolis, il était content parce qu'on se baladait. Il a pu découvrir des choses qu'il n'aurait pas vues tout seul. Car tout seul, il n'a pas la motivation d'explorer. Et c'est un peu dommage au final, hein. Mais encore une fois, je comprends totalement. Il faut savoir en plus que quand on explore, c'est pas toujours gagnant. Ça m'est arrivé plein de fois d'aller explorer un coin, d'aller me faire une balade, d'aller super loin toute la journée, de marcher comme un ouf. Et puis au final, c'est pas foufou quoi. Les lieux sont pas particulièrement jolis. Il n'y a pas grand chose à voir, voire même parfois c'est vraiment pourri, hein. Ouais, ça arrive de faire des balades où tu te dis, j'ai perdu ma journée, quoi. J'ai niqué ma journée, parce que il n'y avait rien à voir et c'était pas top, quoi. Mais en contrepartie, quand on tombe sur des endroits vraiment chouettes, qui sont souvent en plus un peu isolés, voire même, il n'y a pas de touristes du tout, quoi. Donc on est content. C'est un peu une chasse au trésor. Vous allez tomber sur un truc, encore une fois, ce sera sûrement pas le plus beau lieu du Japon, hein, mais il y aura un peu ce côté rareté qui lui donnera un charme supplémentaire. Et si vous dites, cette petite chasse au trésor, c'est sympa. Explorer aussi, ça permet de découvrir d'autres facettes du Japon. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais à Tokyo par exemple, je vous conseille, si vous le pouvez, si vous avez un peu de temps, de vous balader hors des lieux touristiques et des spots principaux. Et de vous faire un peu une balade dans un petit quartier de banlieue résidentielle, pas forcément hyper loin, hein. Vous pouvez en trouver à une demi-heure de Shibuya, des quartiers comme ça. Ça a un charme fou et c'est un autre Japon. C'est pas Shibuya Crossing, quoi. C'est pas le Golden Gai, c'est pas Ginza. C'est la vie de tous les jours, mais cette vie-là, moi je l'adore, je trouve qu'il y a un charme et une ambiance qui est magique. Mais alors le titre du podcast, c'est comment j'explore en général. Alors, bien sûr, quand je vais dans un lieu que je connais pas du tout, je parle par exemple d'un lieu comme Sapporo, un lieu connu mais que je connais pas, si c'est la première fois que j'y vais, comme tout le monde, je vais check sur internet, regarder sur Instagram des gens qui habitent sur place ou sur les sites de voyage, les blogs ou un podcast comme le mien, et je vais noter les endroits à voir, à faire, voilà, le truc de base, parce que il faut aller voir les choses de base, hein, même s'il y a plein de touristes, ça reste quand même souvent des endroits sympas à faire, donc comme tout le monde, je fais ça aussi. Après, voilà, moi le truc c'est que je vais faire le tri parce qu'il y a des choses que je vais pas forcément aimer, même que tous les touristes ou tout le monde vont conseiller. Je sais que moi ce genre de truc va pas me plaire, je regarde les photos et je me dis ça sert à rien d'y aller parce que je vais pas y aller juste parce que tout le monde y va, voilà. Si je vois que ça me plaît pas, je fais l'impasse. Mais oui, je vais faire les endroits touristiques, bien entendu. Sur place, par contre, j'essaye toujours de prendre les petites rues. Bien sûr d'essayer l'attraction touristique, hein, mais ne pas juste faire l'attraction touristique et partir à l'autre. J'essaye de tenter des petites rues à la con, tourner dans tous les sens, parce que ça permet de trouver des petits coins magiques parfois qui sont juste à côté. Un des conseils que je peux vous donner, pour les marcheurs hein, comme moi, c'est bien sûr de tout faire à pied. Prenez le moins de transport possible. Bien sûr, voir la ville en transport, c'est cool, hein. Et puis vous gagnez du temps si vous voulez enchaîner les lieux et voir plein de choses, et si vous n'avez pas de temps. Mais si vous avez un petit peu de temps, faire les choses à pied toute la journée, vous allez forcément faire des petites rues et voir des choses super cool. Car du point A, de l'attraction A, on va dire, à l'attraction B, il y a tout le chemin
où là c'est pas touristique et où vous allez pouvoir découvrir, explorer et vous laisser perdre un petit peu dans les rues, quoi. Je vous invite aussi à pas suivre uniquement les grandes avenues dans ces cas-là, qui seront plus simples pour aller de ce point A au point B, mais parfois c'est bien de faire des petits zigzags, de faire les rues parallèles, voire de faire des gros détours. C'est super chouette, parfois ça va louper, vous verrez pas grand-chose, puis vous ferez un demi-tour, vous retournerez sur vos pas, mais parfois vous allez être dans une merde, quoi, tout simplement, mais parfois vous allez être aussi dans avoir des super surprises, trouver des petits trucs, des petits endroits magiques, et c'est souvent pour moi les meilleurs moments de voyage. Alors bien sûr, on est tous différents, je vous dis pas, si vous faites pas ça, vous êtes des débiles, c'est nul. On a tous nos kiffs différents, bien entendu. Mais moi, en tout cas, j'adore ça, et mes meilleurs souvenirs ont souvent été comme ça. Et bon, là, on est dans l'optique, c'est la première fois sur Tokyo, la première fois à Kyoto, la première fois à Sapporo. Mais si vous avez déjà fait les attractions principales, plutôt que de retourner encore une fois à Shibuya, revoir les mêmes choses, qui peut avoir du charme, surtout que le Japon, ça bouge, il y a beaucoup, les quartiers, ils changent. Shibuya, et si vous n'êtes pas retourné depuis 4 ans à Shibuya, vous ne reconnaîtrez pas du tout Shibuya, clairement. Parce que avec les JO, ils ont tout changé, il y a des nouvelles tours, il y a plein de choses qui ont été modifiées, donc je pense que vous allez découvrir un nouveau quartier, donc c'est bien de les faire. Mais voilà, moi ce que j'aime aussi faire, c'est aller ouvrir Google Maps et farfouiller dans Google Maps, parce que vraiment, c'est mon meilleur ami. Je vais regarder par exemple s'il y a un lac, s'il y a un parc, s'il y a une forêt ou une petite rivière à suivre dans un lieu que j'ai pris un peu lambda. Mais avant toute chose, j'ai oublié de vous dire un truc moi que je fais et qui va délimiter ma journée en quelque sorte, parce que quand vous êtes dans un coin pas touristique, le point A et le point B dont je parlais, touristique, forcément il n'y en a pas. Donc vous n'allez pas pouvoir dire je vais faire le temple machin qui est hyper connu et puis aller à Ginza qui est super connu, parce que vous êtes dans un coin, il n'y a rien, donc vous n'avez pas ce point A et ce point B. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je vais cibler 2 coffee shops. Un pour le matin, pour le petit-déj, vous commencez, donc je vais prendre le train, je sais pas quoi, jusqu'à ce coffee shop, et un autre point B qui va être un autre coffee shop pour le 4 heures, où j'irai me poser, ça sera la fin de la journée, où je serai un peu fatigué, je serai content de me faire mon petit 4 heures. Comme ça, j'ai un point de départ et un point d'arrivée en quelque sorte. Et ensuite, je me dis, ok, j'ai mes 2 points, qu'est-ce que je peux faire comme balade ? Et c'est là que je vais ouvrir Google Maps et regarder s'il y a une petite rivière qui est pas très loin, qui serpente, s'il y a un chemin qui passe à côté, s'il y a un parc, s'il y a une zone un peu commerciale, un petit centre-ville. Vous savez, c'est les petites zones jaunes qui vont être sur la carte de Google Maps. S'il y a un temple, les temples qui sont autour, un château, un truc un peu touristique, qui sera pas waouh, mais qui peut avoir une belle surprise, on sait jamais. Bref, les endroits que vous aimez en général, en quelque sorte. Et suivant ça, je vais me faire un mini itinéraire. Un itinéraire en gros avec des endroits où aller, des points clés, et ensuite, le jour venu, je commence par mon café, et je pars à la découverte, et là souvent je me laisse un peu perdre. J'ai un objectif, plusieurs lieux à voir, mais je suis un peu en freestyle. J'avance et quand je vois une rue qui me plaît, un embranchement, je le suis tout simplement. Et parfois je vais revenir sur mes pas, parfois je vais le continuer parce que c'est sympa, et finalement je vais retourner sur le chemin initial ou dévier totalement. Voilà, vous vous laissez aller. Bref, on va se laisser porter, et c'est pour ça aussi qu'avoir un pocket Wi-Fi et une connexion internet, c'est pratique et c'est vraiment cool pendant la balade, car vous pouvez vous perdre et retrouver votre chemin ensuite sans problème. Vous pouvez dire je vais marcher pendant une demi-heure par là, puis au bout d'un moment vous dites c'est pas si sympa que ça, ok, j'ouvre mon petit Google Maps, d'accord, je vais reprendre, il faut que je tourne à droite, et dans 10 minutes j'ai récupéré mon chemin initial en quelque sorte. C'est vraiment mon conseil principal, définissez 2 points. 2 points, un point de début, un point de fin. Alors pour moi, vous l'avez compris, c'est les cafés, les coffee shops, mais ça peut très bien être un resto, par exemple, pour le soir ou pour le matin, c'est plus compliqué, mais vous pouvez avoir un point intermédiaire aussi, un point C, qui sera le point du resto du midi. Ça peut être aussi, une attraction pour le matin, un temple que vous avez vu qui avait l'air sympa dans le coin, commencez par le temple, et aller dans le resto le soir que vous avez repéré, et puis pendant le reste de la journée, vous vous perdez, vous marchez dans les ruelles et vous vous perdez. Alors l'autre conseil, vous l'avez compris, c'est un peu de préparer pour trouver les lieux qui peuvent être sympas. Moi vraiment, j'ouvre Google Maps, je me sélectionne une zone et je me dis tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Je regarde les lacs, ah tiens, il y a un lac là-bas, on va pouvoir se balader autour du lac, ok, ça a l'air sympa. Qu'est-ce qu'il y a autour de ce lac ? Ah il y a un café qui est à 45 minutes à pied, ok, on essaiera de faire ce café. Voilà, c'est essayer de repérer avec Google Maps. Alors ça prend un peu de temps, faut chercher, faut être curieux, mais ça permet de faire des super balades. Encore une fois, je vois une rivière qui serpente, qui part du centre-ville et qui va vers les montagnes. Banco, je pense que ça peut être un coin sympa avec un petit chemin à côté. Ça peut être vraiment hyper chouette comme balade. Je vais regarder un peu aussi les photos sur Google, bien sûr sur Google Maps, pour se faire une idée, pour éviter le coin vraiment naze. Donc je vais les endroits que j'ai repérés, je regarde un peu les photos en me disant ça a l'air quand même joli, tiens ça me plaît. Donc voilà, avec ça je me dis c'est bon, c'est parti pour l'exploration. Et encore une fois, on va tomber parfois sur des coins qui vont être super vraiment magnifiques, avec des moments magiques, et puis parfois ça va pas le faire, ça sera une journée pourrie, c'est le principe de l'exploration.
Et pour ceux justement qui veulent pas prendre ce risque-là, et je comprends tout à fait, hein, je vous conseille dans ce cas-là de prendre des guides. Alors pas des guides papier, parce que les guides papier vont pas vous faire explorer des coins pas connus, mais un guide, un vrai guide, une personne, un humain, quoi. J'en ai déjà parlé, que ce soit les Japon Safari ou mon ami Mathieu de Tokyo Visit, c'est le genre de personne avec qui vous pourrez demander une visite justement un peu moins mainstream. Parce que honnêtement, la visite du truc touristique, techniquement, vous pouvez le faire tout seul, même si le guide peut justement vous amener dans des coins que vous n'auriez pas trouvé, même dans ce coin touristique, pour avoir une vision de cet endroit qui est différente. Et je l'ai déjà vécu, par exemple, pendant les Hiroshima Safari, avec Yann, à Miyajima, j'ai vraiment eu des visions et des points de vue que j'aurais pas vu si j'étais venu tout seul. Alors que l'île, elle est toute petite, que j'ai fait les trucs touristiques, mais je les ai fait autrement. Et c'est chouette, c'est vraiment pratique. Mais là, en prenant un guide, vous n'allez pas prendre de risques. Parce que quelqu'un aura exploré pour vous avant et aura optimisé le trajet. Parce que c'est pareil, dans l'explo, vous verrez peut-être des trucs sympas, mais le reste de la journée n'est pas ouf. Là, au moins, vous irez directement au point d'intérêt avec lui et il aura préparé tous les points d'intérêt, vous ne perdrez pas de temps. En tout cas, vous le savez, j'en ai déjà parlé, un de mes projets, c'est aussi d'être guide au Japon dans le futur. C'est le genre de truc que j'ai vraiment envie de faire, j'en ai vraiment envie, j'ai envie de partager, je pense que vous avez compris avec mon podcast que j'aimais ça. Donc faire découvrir aux gens une autre facette, un autre Japon. Alors je ne sais pas si mon projet va se réaliser, mais si j'arrive à être guide, clairement, c'est vraiment un point que je veux focus. Même si je montrais aussi les coins et à voir, les must-see, parce que, encore une fois, si vous ne restez pas longtemps, on ne va pas vous amener dans des coins un peu... Voilà, où il y a moins de trucs à voir, il y a tellement de choses à voir que faire les trucs touristiques, si vous restez 2 semaines au Japon, oui, vous n'aurez pas le temps d'aller faire les petites choses. Donc forcément, je le ferai aussi, mais j'essaierai d'être original et de trouver d'autres angles d'approche, parce que comme le font les safaris, les Japon Safari, comme le fait Mathieu, parce que je trouve que c'est ça les meilleures visites au final, que la visite Lonely Planet, vous pouvez la faire toute seule, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour ça. Quand vous prenez quelqu'un, il faut qu'il y ait un plus, il faut qu'il vous apporte quelque chose du Japon, un truc que vous n'auriez pas fait tout seul. C'est ça qui est vraiment cool, je trouve. Donc je voulais à la base, dans cet épisode, parler aussi de comment préparer son exploration. C'est-à-dire avoir son sac, qu'est-ce qu'on met dans son sac, quel type de sac on prend, ses chaussures, est-ce qu'il y a des trucs à prévoir. Mais je me rends compte que cet épisode va être un petit peu long, donc je vais le couper en 2 et je vous ferai soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Mais voilà, on fera un épisode sur comment préparer son sac, qui sera du coup un focus un peu plus court, je pense. Mais j'essaierai de vous présenter un lieu, un lieu que j'aime beaucoup et où ça prend plus de temps dans la rubrique Voldemort. Mais avant, aujourd'hui, de passer à Voldemort, on va passer bien sûr à l'insta de la semaine. Et cette semaine, on va parler de Hiseki Nicho. C'est un petit couple qui a vécu au Japon en PVT il y a quelques années. Je crois que c'était en PVT, et bien sûr ils ont adoré leur vie là-bas, ils étaient freelance, donc ils travaillaient pour la France, et ils profitaient aussi de leur vie japonaise, bref, un truc qui est quand même plutôt sympa. Et depuis, ils ont sorti des livres, et ils ont décidé aussi d'éditer d'autres livres, vu que leur livre a eu un franc succès. Ils se sont dit, on a appris à comment éditer des livres, donc on va éditer pour d'autres gens qui parlent du Japon. Donc ils font vraiment des trucs qui sont que sur le Japon, et c'est franchement super chouette ce qu'ils font. Bon, je ne vais pas vous parler de leurs livres, qui sont vraiment de qualité, je ne vais pas vous dire tout ce qu'ils font et tout, je vous invite à aller regarder ce qu'ils font, c'est pas le but de cette rubrique. J'oubliais aussi, mais ils avaient un super blog à l'époque, je ne sais pas s'il est encore, je pense qu'il est encore en ligne, mais je ne pense pas qu'ils le mettent vraiment à jour, où ils ont tenu en fait leur carnet de voyage sur place quand ils étaient au Japon, et moi ça m'avait beaucoup aidé pour préparer mon voyage en 2015, c'était vraiment un blog j'avais beaucoup apprécié pour ça. Et sur leur Insta, vous pouvez voir les collaborations, les livres sur lesquels ils travaillent. Ce sont des gens vraiment chouettes que je connais pas personnellement, mais j'adore leur boulot. Quand je vivais en France, que j'étais sédentaire ici, que j'avais toutes mes affaires avant de partir au Japon, j'avais certains de leurs livres et c'était de vrais petits bijoux. Donc je vous invite à les suivre et regarder leur actualité. Si vous êtes fan de Japon, je suis sûr que vous craquerez pour un de leurs bouquins. Ils ont des livres photos. Ils ont des livres d'illustrations, des livres d'illustrations, de visites illustrations. Ils ont aussi des BD. Voilà. Alors, je crois pas que c'est eux qui fassent des BD, mais ils éditent des BD en mode japonaise. Ils font plein d'éditions qui sont vraiment super chouettes. Donc, allez suivre leur Instagram. Ça vous donnera envie d'acheter des livres. Ça coûte des sous. Et justement, on va parler de Susu à Kyoto. Alors, ça s'écrit Susu, mais c'est Soso. Soso. Au Japon, on entend souvent des Japonais, ou plus particulièrement des Japonais, je trouve, surtout dire ah, so, qui est qui veut dire en gros, ah, d'accord, ok, je vois, je comprends, oui, je suis d'accord. C'est le genre de truc, quoi. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'une boutique à Kyoto, enfin, une boutique. Je suis un peu con parce que c'est plutôt un quartier de Kyoto quasiment, car oui, cette marque a plein de petites boutiques en plein centre de Kyoto.
dans une petite rue sinueuse entre les Shotengai principaux de la ville, donc les marchés couverts, hein, vous avez l'habitude maintenant, je vous en ai parlé souvent. Donc vous êtes sûrement passé par là et vous êtes passé peut-être pas très loin de cette petite rue, vous êtes même passé dans cette petite rue si vous êtes déjà allé à Kyoto. Cette boutique, enfin cette marque, c'est Soso, un créateur japonais connu principalement pour ses chaussures et ses chaussettes atypiques coupées en deux. Bon, expliqué comme ça veut rien dire, hein. Je sais que ça va être un peu difficile à comprendre, mais bon, il faut imaginer que votre chaussette, plutôt d'être uniforme, cette chaussette en gros, elle est découpée. Pour un orteil, comme si vous aviez deux orteils au milieu, quoi, et coupé en deux, et comme si vous aviez un pied avec deux orteils. Désolé, il y a dû avoir un petit bruit. J'ai failli faire tomber mon micro, je suis désolé. Pas trop bouger, voilà. Donc voilà, c'est un peu difficile à imaginer, mais je pense que vous avez compris le principe. Bon, le mieux, hein, c'est de taper Soso dans votre navigateur, ou d'aller voir sur le Patreon de l'émission, j'aurais mis des photos. Sinon, pour ceux qui sont à fond Japon, c'est comme des tabis, vous savez, les chaussures entre guillemets qu'on met avec son kimono. Alors, je suis désolé, il y a des bruits, je ne sais pas si vous les entendez, mais comme vous le savez, c'est le dernier jour que j'enregistre avec les cochons d'Inde, et là les cochons d'Inde je ne sais pas, les cochons d'Inde en rut, ils sont hyper motivés là. Donc voilà, on revient sur les kimonos, on arrête les cochons d'Inde, les kimonos, les tabis plutôt. Et eux, ils ont fait des chaussettes design et des sneakers aussi. Alors oui, je me suis retenu de dire basket, mais je sais que les jeunes ne comprendraient pas si j'utilisais cette expression, alors je vais faire des efforts pour vous, donc des sneakers. Mais bien sûr, ils ont un peu de tout, vu qu'ils ont plusieurs boutiques dans un mini quartier, comme je vous l'ai dit, qui a son charme du coup. On trouve un magasin avec quasi que des chaussettes, et des sneakers en mode tabi, qui sont franchement très jolis et très sympas. Il y a un magasin qui est aussi orienté kimono, un kimodo, voilà, c'est un mix entre un kimono et un dojo. Voilà. Donc des kimonos mais qui sont plutôt modernes. Ils ont aussi un magasin de sacs avec des sacs de luxe qui sont très jolis. Bref, Soso, c'est une marque fashion qui allie l'ancien, les kimonos, le tradi avec le moderne. Et ça cartonne. Alors attention, c'est pas toujours super donné, hein. C'est en gros la marque fashion de Kyoto, donc faut aligner un petit peu les bifetons. Mais franchement, ça a de la gueule. Si vous aimez la mode, vous allez craquer forcément pour quelque chose. Alors, ça se porte pas forcément hyper facilement dans les rues de Paris ou à Saint-Léger-les-Mélèzes, mais c'est super beau. Ils ont des kimonos aussi qui sont vraiment magnifiques, des chaussures, les sneakers, elles claquent vraiment le style. Ils ont aussi de mémoire un featuring avec une boutique, le Coq Sportif, où ils font des produits exclusifs. Bref, même si vous n'achetez pas, allez faire un tour, ça a de la gueule. Faire du lèche-vitrine, ça fait toujours plaisir, et franchement, c'est joli, ça vous donnera sûrement quelques envies. Pour ma part, j'ai rien acheté chez eux, à part mes masques en tissu avant de partir au Japon. Et chose drôle, c'est qu'à Paris, je me suis fait déjà arrêter 4-5 fois dans la rue ou devant mon coffee shop préféré à l'Hexagone par des gens qui ont reconnu la marque et le masque. En me disant, d'un coup, ils passaient dans la rue en me disant « Ah, mais c'est Soso, ça, de Kyoto, non ?» Ça m'a fait plaisir, je m'y attendais pas. En plus, sur les 4-5 qui m'ont arrêté, il y en a une seule qui était japonaise. C'est marrant de voir que cette marque est si reconnaissable alors qu'il n'y a pas la marque écrite dessus en plus sur mon masque. Bref, je vous ai mis la photo aussi du masque et les liens des principales boutiques comme d'hab sur le Patreon de l'émission. Il faut faire patreon.com/explorejapon. Si vous cherchez le lien, il est dans la description de l'émission comme d'habitude. Mais là, il est temps de passer maintenant au coup de cœur et on va parler sac magique, non pas sac magique, mais sac que je vais utiliser pas mal au Japon et je vais vous expliquer pourquoi. Car oui, cette semaine, mon coup de cœur, c'est tout d'abord une attaque cardiaque qu'a fait mon banquier. Oui, quand il a vu combien j'ai dépensé pour mon coup de cœur de cette semaine. Alors je vais être sympa, je vais vous passer le prix, car ça pique vraiment. Mais bon, parfois on fait n'importe quoi, on kiffe, on se fait plaisir, on regrette quand même un moment, mais bon, là je pense que je vais pas regretter tant que ça. J'avais déjà en fait un bon sac photo. Vous le savez, vous l'avez compris avec cet épisode, j'adore explorer. Et vous savez maintenant ce qui me pousse à le faire. Et donc pour moi, les sacs photos, c'est important. C'est une passion et du coup j'ai aussi une passion pour les sacs photos parce que il faut protéger son matériel et il y en a souvent des très jolis. J'en avais déjà un que j'avais acheté il y a plus de 10 ans qui fait un peu vieux cartable en cuir si vous voyez, alors avec une sangle bien sûr qu'on peut porter sur l'épaule mais qui fait vraiment un petit cartable. Il est rembourré parce que c'est pour protéger le matériel, il était peu encombrant, il est élégant, je l'ai écumé partout et surtout au Japon. Car oui, j'ai aussi un sac à dos de la marque Peak Design que j'adore aussi, car c'est des sacs qui sont super pratiques, c'est vraiment les sacs les plus pratiques au monde, je kiffe ce sac à dos. Pour les photographes, c'est vraiment génial, et en plus, il est très peu encombrant, il fait pas gros sac, etc. dans votre dos. Oui, mais alors voilà, au Japon, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais j'aime pas avoir un sac à dos. Et pourquoi ça ? Parce que ça fait touriste.
Alors je sais, c'est super con, c'est superficiel, j'ai rien, pas d'argument pour me défendre là-dessus. Car j'ai totalement conscience que c'est idiot. Mais que voulez-vous ? Je suis idiot, c'est comme ça. Mais ça me saoule de me dire que les gens dans Kyoto, ça me saoulait en tout cas que les gens dans Kyoto me prennent pour un touriste, alors que j'habitais sur place. Et je m'étais dit en me baladant tous les jours avec un sac à dos, à chaque fois on va me prendre pour le touriste, voilà. Et ça m'ennuyait un petit peu. Du coup, je le sortais rarement, voire quasiment jamais, et je préférais me balader avec mon petit sac cartable en bandoulière en cuir qui fait plus sac de ville et qui fait pas du tout je suis en vacances, quoi. Et en plus, en général, il est beaucoup plus joli. Moi, j'avoue, je le préfère, je le trouve très très mignon ce sac en cuir. Le problème, c'est qu'il était pas bien grand, et c'était compliqué déjà de mettre mon appareil photo et un PC portable dedans. Alors quand je me balade en week-end, j'en avais pas besoin, mais la semaine, quand je voulais me balader avec mon petit portable pour travailler et me faire un peu de photos, c'était pas possible. Enfin, c'était possible, mais c'était très serré. J'avais un 13 pouces, il rentrait dedans, mais bon, c'était juste quoi. C'était un petit peu tendancieux. Et en rentrant en France, vu que j'étais quand même persuadé là en 2020 que j'allais être sédentaire pendant quelques années, vu l'état de mon compte en banque, et que je savais que j'allais pas pouvoir retourner au Japon tout de suite, je m'étais dit de toute façon je vais rester sur place. Et par malheur, mon ordinateur m'a lâché, j'ai dû me racheter un autre PC, et là du coup j'ai craqué le slip, je me suis pris un Mac 16 pouces, donc avec un grand écran. Vu que maintenant je bougeais plus, je m'étais dit autant avoir un écran plus grand et voilà, ce sera plus agréable. Et c'était une grave erreur, car autant j'apprécie la taille de l'écran et j'adore mon Mac pour bosser, mais du coup maintenant pour trouver un joli sac photo qui accepte les dimensions d'un 16 pouces, ça a été super compliqué. J'ai cherché des heures et des heures, car j'ai cherché sur internet et partout, et j'ai rien trouvé. Et reprenant les routes, et croisons les doigts, j'espère que je serai bien 6 mois au Japon l'année prochaine, forcément je voulais avoir un joli sac en bandoulière en cuir, où je puisse mettre mon Mac 16 pouces, et aussi mon appareil photo. Parce que quand je vais aller travailler, que je vais me poser dans un café, j'ai envie de pouvoir de temps en temps me faire une petite balade d'1 heure et faire quelques photos. Enfin bref, j'ai cherché et je suis tombé sur une marque allemande. Alors j'ai oublié le nom, c'est Oberweis ou Oberweis, je ne sais plus. Je vous mettrai les photos et les liens sur Patreon comme d'habitude. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais ils font des sacs photos en cuir, entièrement fait main, avec le prix qui va avec, du coup, je vous l'ai dit. Mais bon, c'est du cuir de qualité, c'est du fait main, je vous laisse imaginer le prix. Ça fait un peu peur, mais j'avoue, quand je suis tombé sur le sac, j'étais totalement in love. Je me suis dit, putain, c'est exactement le sac que je veux. Ça fait 4 jours que je cherche des putains de sacs photos. Je trouve pas le sac idéal. Là, ça y est, je l'ai devant les yeux. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait ok, ouais, quand même. Mais bon, à la base, j'aurais pas dû l'acheter. Parce que, déjà, le prix, et qu'en plus, j'ai demandé du coup, parce que j'avais regardé les dimensions, et j'ai demandé si mon Mac pouvait rentrer dedans. Et là, le proprio de la marque, il m'a envoyé un message, il a été très sympa, et il m'a dit, mec, t'oublies, ça rentrera jamais dans le sac. Là, c'était la grosse déception. Mon banquier était soulagé, mais moi, c'était la grosse déception. Mais le sac me faisait vraiment furieusement de l'œil. Et au vu des dimensions indiquées sur le site, il manquait 0,2 cm. C'est rien. Je me disais, putain, mais quand même, ça doit pouvoir rentrer, c'est bizarre. Et je me suis dit, moi, allez, tant pis, je craque, je l'achète. Parce que de toute façon, je trouve rien d'autre. Allez, on est fou, on achète ça, on se fait plaisir, c'est un beau cadeau. On se fera pas d'autres cadeaux là. Bon, je me connais, j'en ferai peut-être, mais voilà. En tout cas, on a bien claqué le slip, mais on s'est fait plaisir. Et en fait, à l'intérieur, ça rentre. Mon Mac, quand je l'ai reçu, là, mon sac, mon Mac rentre. Parce qu'en fait, il y a un compartiment pour protéger le laptop dans le sac. Et là, ça rentre pas parce qu'il est plus fait pour les 15 pouces. Et moi, il dépasse effectivement. Il faudrait 0,5 cm de moins, on va dire. Mais dans le sac, ça rentre nickel, sans problème, avec mon appareil photo. J'ai donc mon sac parfait pour écumer les routes tout en gardant le style. Oui, c'est important. J'ai mis, donc, comme je vous dis, quelques photos. Et voilà. Si vous pensez sur le Patreon, et si vous pensez que le Patreon est là pour financer mon sac, sachez que vous allez devoir vous abonner longtemps et être beaucoup plus nombreux. Sinon, je suis pas prêt de le rembourser. Bon, c'est une joke, bien évidemment, c'est pas fait pour. En tout cas, si vous êtes un féru de photos, je vous invite à voir leur boulot. Leurs sacs sont magnifiques, ils sont bien pensés. Et franchement, je l'ai reçu, ça sent la qualité. Le sac qui va m'accompagner, je pense, pendant des années. Et honnêtement, j'espère, vu le prix que j'ai payé. Mais voilà, désolé pour ce long coup de cœur, mais je kiffe d'amour ce sac, vous savez que je kiffe faire des photos, et il va m'accompagner pendant mes balades photographiques autour du monde, et surtout au Japon. Donc une belle histoire d'amour qui va se faire entre nous deux. Ça méritait un long coup de cœur, version longue quoi. Mais bon, on va s'arrêter là tout de même, parce que l'émission doit faire à peu près une trentaine de minutes. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, peut-être une émission justement pour parler de sac et de ce que je mets, comment je me prépare, quels vêtements je prends, etc. Est-ce qu'il faut une carte de transport, tout ce que je prépare, voilà, pour partir à l'exploration. Ou ça sera dans 2 semaines, je ne sais pas encore, ça sera la surprise. Mais sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Matane, ciao, bye bye.